de nous excuser du retard pris, mais les auditions, c'est toujours un peu compliqué à gérer intégralement. Donc, je propose qu'on lance maintenant, en vous remerciant de votre présence. Donc, mes chers collègues, Madame la rapporteure, Monsieur le directeur, nous poursuivons nos travaux avec l'audition du directeur de la législation fiscale, accompagné de Madame Gervasoni et de Monsieur Lecornet. Le Sénat a décidé donc de la constitution d'une commission d'enquête, c'est bien le cadre dans lequel nous nous situons, dont l'objet est de travailler sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie. Le champ d'action des financeurs privés est large, les sphères associatives, éducatives et culturelles semblent avoir leur faveur. Le travail de notre commission d'enquête sera d'analyser les règles encadrant les interventions des organismes, sociétés ou fondations de droit privé dans les politiques publiques citées et d'évaluer les risques en matière d'influence de cette non-transparence financière. Ce type de formation, commission d'enquête, entraîne un certain formalisme juridique. Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Et je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Monsieur Martel. Je le jure. Madame Gervasoni. Je le jure. Alors, oui, donc, ok. Et Monsieur Lecornet. Je le jure. Je vous remercie. Votre audition s'inscrit dans une première phase de nos travaux, qui est déjà assez copieuse, visant à établir un état des lieux de la réglementation applicable, des dispositifs et visant à favoriser la philanthropie et les mécanismes de contrôle des acteurs. Cet état des lieux doit nous permettre d'analyser les mécanismes à l'œuvre, de comprendre l'ampleur des mouvements et d'imaginer des moyens de protection quand cela s'avérera nécessaire, sans pour autant bloquer le système. Ce n'est pas l'objectif. Le maître mot de nos travaux sera donc la transparence. Les premières auditions auxquelles nous avons procédé ont mis en exergue le rôle de l'incitation fiscale pour favoriser le don, mais aussi le rôle de la déclaration fiscale pour contrôler les acteurs. Votre audition doit nous permettre d'approfondir ces analyses et de comprendre la nature des différents dispositifs fiscaux en présence. Je rappelle que nos députés Sarah El Haïry et Naïma Moutchou, dans leur rapport publié en février 2020, avaient qualifié les régimes fiscaux destinés à favoriser la philanthropie, alors c'est une citation, donc ça doit être repris comme tel, donc ces dispositifs comme une armée mexicaine. Monsieur le directeur, nous allons vous donner la parole pour une courte introduction et je vous demande de ne pas dépasser 10 minutes avant que la rapporteure et les membres de la commission d'enquête vous posent des questions. Et avant cela, je vais laisser la parole à notre collègue rapporteur, donc Colombe Brossel, pour qu'elle vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous trois de votre présence. Nous sommes un peu en retard, donc on va aller droit au but. Au-delà de la présentation générale, ce qui serait intéressant, c'est aussi que vous puissiez nous donner votre avis, de là où vous êtes, sur la coexistence de régimes fiscaux et de la multiplicité des modalités d'organisation avec des véhicules différents. L'armée mexicaine, c'était une expression qui marque, mais la multiplicité des régimes est certainement productrice d'armée mexicaine, je l'imagine en tout cas. Et puis, on a besoin de savoir quelles sont les obligations en matière de transparence auxquelles sont soumis les différents acteurs de la philanthropie, les donateurs bien sûr, personnes physiques, personnes morales, les bénéficiaires, bref, quels sont les leviers qui pourraient accroître ces mécanismes en termes de transparence de là où vous êtes, et puis nous apporter éventuellement un regard sur ce qui peut exister, par exemple au niveau européen, en matière de législation fiscale
pour éclairer éventuellement nos travaux. Merci à vous. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs. Donc, la direction de la législation fiscale est chargée d'appuyer le gouvernement dans l'élaboration de la politique fiscale et donc dans la préparation des mesures nouvelles en matière de fiscalité. Dans ma direction, la sous-direction qui traite de la fiscalité des entreprises et donc notamment le bureau que dirige Valentine Gervasoni est compétent pour la réduction d'impôts mécénat, qui encourage les dons des entreprises aux organismes d'intérêt général, et la sous-direction qui s'occupe de fiscalité des personnes, représentée par François Lecornet, est appelée à connaître de toutes mesures nouvelles affectant, pour sa part, la réduction d'impôts, dont de l'article 200 du Code général des impôts à l'impôt sur le revenu, ou encore l'exonération, la réduction d'impôts récompensant les dons à l'intérieur de l'impôt sur la fortune immobilière, ou encore l'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certains legs aux fondations et associations. Le principe général de ces dispositifs, c'est que sont éligibles à des dons encouragés fiscalement des organismes d'intérêt général, et cet intérêt général se vérifie à plusieurs critères. Il faut que l'organisme n'ait pas d'activité lucrative, il faut que sa gestion soit désintéressée, et il faut qu'il ne travaille pas, n'opère pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Et par ailleurs, il doit intervenir dans certains domaines d'activité que le législateur a énumérés. Son action doit avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Le don qu'ils reçoivent doit être effectivement désintéressé, et il ne doit être assorti d'aucune contrepartie, du moins pas au-delà de certaines limites. Généralement un quart, on considère qu'au-delà d'un quart de la valeur monétaire du don reçu en contrepartie de la part de l'organisme bénéficiaire du don, on n'a plus affaire à un don désintéressé, ouvrant droit à la réduction d'impôt. Et il résulte de ces grands principes que certains types de structures sont par nature exclus du bénéfice des dons défiscalisés, comme les sociétés commerciales, mais qui sont éligibles à un grand nombre de structures juridiques de types différents. Les associations reconnues ou pas d'utilité publique, les fondations reconnues ou pas d'utilité publique, les congrégations, les partis politiques, les personnes publiques, États, collectivités locales, établissements publics, fondations d'entreprises, fonds de dotation, étant entendu que le régime fiscal des dons à ces différents types de personnes morales n'est que très peu différencié selon la structure juridique de l'organisme. Il y a quelques écarts de périmètre selon que l'on est un donateur ménage ou entreprise. Si l'on est une entreprise, on peut faire du mécénat au profit des orchestres de Radio France ou au profit de sociétés détenues par l'État, et par exemple, et assurant à la représentation de la France dans les expositions universelles, tandis qu'on n'a pas ce droit quand on est un donateur particulier. Bon, il y a quelques écarts de périmètre qui sont un peu anecdotiques, mais dans l'ensemble, toutes les structures remplissant les conditions que j'ai rappelées sont éligibles à recevoir des dons. Les modulations d'avantages fiscales sont bien davantage indexées, et c'est plutôt logique, sur la nature des actions mises en œuvre. Par exemple, les avantages sont renforcés lorsque les actions consistent à délivrer une aide sous forme de repas, de logement, de soins à des personnes en difficulté. C'est ce qu'on appelle la partie Coluche de la Héridon côté impôt sur le revenu. Le taux est dans ce cas majoré. Pour la réduction d'impôt mécénat, le seuil de 2 millions au-delà duquel le taux de la réduction d'impôt baisse ne s'applique pas lorsque les dons alimentent ce type d'action. A contrario, certaines autres activités
font l'objet d'un encadrement plus strict que le droit commun, et c'est en particulier le cas du financement politique, puisque au plafond général de 20% du revenu imposable qui s'applique à tout type de dons pour les particuliers, par exemple, s'ajoute un plafond à 7 500 € par personne pour le financement des partis et à 4 600 € par personne pour le financement de campagnes électorales. Donc de même que le régime est assez indifférent à la nature juridique de la personne à qui les dons s'adressent, elle est aussi assez indifférente aux modalités de collecte, et notamment cette collecte peut intervenir y compris au moyen de plateformes de crowdfunding, puisque c'était une des questions que vous me posiez. Les associations et les divers organismes qui reçoivent ces dons sont tenus de délivrer des reçus fiscaux à ceux qui les font, et la délivrance à tort d'un reçu fiscal ayant ouvert droit à une réduction d'impôt pour le donateur ou le mécène entraîne pour ces associations, pour ces organismes en général, mais cet après-midi, le service juridique et du contrôle fiscal que vous entendez serait plus à même d'en parler en détail, mais cette amende fiscale qui consiste grosso modo à récupérer auprès de l'association, auprès de l'organisme, l'intégralité des réductions d'impôts indues auxquelles ils ont ouvert droit en délivrant des reçus à tort, est une sanction d'une ampleur qui terrasse et souvent met un terme à l'existence de la structure. Sur la variété des formes juridiques sur laquelle vous m'interrogez, comme elles sont traitées, me semble-t-il, de façon assez homogène pour toutes celles qui remplissent les conditions par le droit fiscal, je ne crois pas qu'on puisse dire que les considérations fiscales entrent largement en ligne de compte dans le choix de la structure que l'on décide de créer ou d'adopter pour conduire une certaine action. Je pense que les critères relèvent d'autres domaines. Une fondation reconnue d'utilité publique, évidemment, inspire une plus grande confiance aux donateurs, mais évidemment, c'est une modalité beaucoup plus lourde d'action eu égard à la dotation initiale en capital, eu égard à sa gouvernance, à l'approbation de ses statuts, tandis qu'une association d'intérêt général non préalablement reconnue d'utilité publique ou une fondation, un fonds de dotation présente un formalisme beaucoup plus léger en termes de dotation initiale et de gouvernance. Pour l'administration fiscale, il me semble que pour nous et nos collègues chargés du contrôle fiscal, le défi n'est pas tant la variété des statuts des organismes éligibles à des dons ou à du mécénat défiscalisé, mais bien plutôt le nombre extrêmement élevé de structures, d'organismes susceptibles de recevoir ces dons et d'émettre des reçus fiscaux, puisque on sait qu'il existe plus d'1 million d'associations actives, dont la grande majorité sont des associations d'intérêt général, donc susceptibles de recevoir des dons. 2000 seulement d'entre elles sont reconnues d'utilité publique, donc toutes les autres sont en quelque sorte ont réalisé un autodiagnostic de leur caractère d'intérêt général. Il existe 2500 fondations, dont 700 seulement sont reconnues d'utilité publique, 4600 fonds de dotation, pour prendre ces exemples. Et en France, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays, il n'existe pas d'obligation systématique d'agrément, d'accord, de validation préalable par l'administration fiscale avant d'être en mesure de recevoir des dons et d'émettre des reçus fiscaux, puisque hormis les associations ou fondations préalablement reconnues d'utilité publique, ce qui va au-delà de ce qui a un caractère qui n'est pas que fiscal, mais ce qui est une sorte de validation préalable par les autorités publiques, hormis ceux des organismes qui sollicitent un rescrit auprès de l'administration fiscale pour être assurés de leur éligibilité aux dons défiscalisés. Il y a un certain nombre de rescrits, il y en a quelques milliers chaque année.
l'essentiel de ces rescrits, d'ailleurs pris en charge par nos collègues du service SJCF que vous recevez cet après-midi, mais on voit bien que rapporté à plus d'1 million de structures potentiellement éligibles, on a affaire à une multitude d'organismes dont l'immense majorité n'a fait l'objet d'aucun regard préalable avant d'émettre des reçus fiscaux. Alors sur l'appréciation que nous portons à la DLF sur le cadre juridique. Alors, certes, il y a beaucoup de régimes fiscaux, mais enfin, les trois principaux, c'est quand même en volume la réduction d'impôt don, la réduction d'impôt mécénat et la réduction d'impôt IFI. D'abord, la principale difficulté, mais c'est une redite par rapport à ce que je disais jusque-là, c'est la difficulté à contrôler à la fois l'éligibilité des organismes et de leur action, le respect des règles de limitation des contreparties, compte tenu de la myriade d'acteurs auxquels on a affaire. Qui plus est, un contrôle ponctuel, un rescrit ponctuel n'assure pas à lui seul la conformité de l'organisme aux principes qu'il a énoncés, sur lesquels il nous a demandé préalablement de nous prononcer, même pour ceux d'entre eux qui ont sollicité un rescrit. Deuxième difficulté commune avec nos collègues de la DGFiP, c'est que même si nous faisons de notre mieux, les termes employés par le législateur pour caractériser les actions éligibles sont, à mon avis, forcément assez généraux, d'une certaine manière un peu polysémiques pour certains d'entre eux. On ne peut pas attendre du législateur qui fixe un catalogue exhaustif de toutes les actions reconnues d'intérêt général, mais que signifie philanthropique ? C'est vrai que ça donne lieu à une doctrine fiscale, à des rescrits abondants qui attribuent à l'interprétation administrative une certaine importance. L'autre difficulté, c'est évidemment le coût très élevé et dynamique des dispositifs réduction d'impôt don et mécénat, puisqu'on dépasse 4 milliards d'euros dorénavant pour ces deux-là, et l'évolution a été extrêmement dynamique, puisque sur les dons, on est à 2,2 milliards prévus en 2026, on était à 1,7 milliard en 2022, et à 1,7 milliard pour la réduction d'impôt mécénat, tandis qu'on était à 1,3 milliard en 2022. Donc ce sont de grosses dépenses fiscales et dont la dynamique est assez vive. La France se singularise quand même un peu en comparaison internationale par la générosité des incitations fiscales qu'elle dispense pour les donateurs et les mécènes. Le cas de loin le plus répandu dans le monde, c'est que les mécènes entreprises sont en général juste autorisés à déduire de leurs résultats imposables les dons, même du coup non utiles à leur activité économique, et en général, ça ne va pas plus loin. Donc c'est vrai qu'une réduction d'impôt de 60% du don, on le voit, est plus de 2 fois ou à 3 fois plus avantageux que ce que pratiquent beaucoup de nos homologues à l'étranger. De la même manière, pour les dons des particuliers, c'est souvent une déductibilité du revenu imposable, ou quand il s'agit d'une réduction d'impôt, les taux sont bien inférieurs à 66 et 75% respectivement, ce qui correspond au droit français. Il n'empêche que c'est assez difficile d'y retoucher, puisque 40% quand même du financement des organismes membres de France Générosité, par exemple, sont des dons, donc en grande partie défiscalisés, donc on mesure la sensibilité du sujet, et nous n'avons pas aperçu, de là où nous sommes, une appétence du législateur pour resserrer les critères ou la générosité de ces avantages. Au contraire, les lois de finances des dernières années ont plutôt chaque année renforcé les avantages, en particulier à l'impôt sur le revenu pour les dons ou certains dons. Et le troisième sujet de préoccupation qu'on peut avoir quand on contemple cet ensemble d'aides et qu'on cherche à évaluer leur efficacité, c'est que les économistes qui ont étudié l'effet d'entraînement de la dépense fiscale sur la dépense privée, notamment Camille Landé et Gabriel Fac en France, ont conclu que pour 1 euro de dépense fiscale, on obtenait bien moins qu'1 euro de dons à des organismes d'intérêt général, ce qui signifie que
théoriquement, si l'on croit à ces études et en caricaturant, s'il était mis fin à ces avantages fiscaux et que le législateur décidait de consacrer les mêmes sommes à subventionner directement les organismes d'intérêt général, ces derniers auraient plus d'argent. Alors, non, mais j'y reviens dans un instant. Non, mais c'est le point de vue de votre administration, en réalité, que Enfin, vous exprimez ici. si l'on croit, non, mais si l'on croit à ce que disent FAC et Landais, mais qui sont les seuls à avoir vraiment travaillé. C'est vrai qu'on ne consolide pas sur des sujets comme la solidarité, la générosité, la philanthropie, l'humanisme. Ça, ce n'est pas comptable. Donc, ça ne rentre pas dans vos calculs. Oui, mais c'est vrai qu'en général, par exemple, on a des débats sur le crédit d'impôt recherche. On dit attention, on n'a pas une élasticité de 100% pour certaines entreprises, donc ça pose un grave problème. La réduction d'impôt de dons et mécénat, si on dit que l'élasticité c'est de 20 ou 30%, objectivement, c'est assez catastrophique en termes d'évaluation de l'efficacité de la dépense fiscale. Mais sur le risque de l'optimisation fiscale, qui était un autre sujet sur lequel vous nous interrogiez, bon, ce risque ne nous saute pas aux yeux dans les cas où la législation est respectée. On voit bien le risque de fraude ou d'escroquerie consistant pour un organisme à émettre des reçus fiscaux sans en remplir les conditions, voire pire, au profit de quelqu'un qui n'aurait pas réellement donné, mais nous, et je crois qu'il en est de même pour nos collègues du contrôle fiscal, n'avons pas connaissance de ce genre de montage en France. De la même manière, on n'est pas à l'abri de cas dans lesquels les contreparties excéderaient le taux maximal de 25%. Bon. Mais dans les cas où la législation est respectée, le don consiste quand même toujours en un appauvrissement pour celui qui le consent, et dans aucun cas, l'avantage fiscal, même additionné aux contreparties, ne peut annuler complètement cet appauvrissement. Donc l'optimisation en tant que telle. Après, il y a des cas, mais qui sont un peu plus anecdotiques. Il est possible de faire un lait à un organisme d'intérêt général en le chargeant, lui, de payer les droits de mutation à titre gratuit et en prévoyant qu'une partie sera reversée hors droit de mutation à titre gratuit à un ayant droit qui peut être un descendant du défunt ou du donateur. Donc là, évidemment, mais je n'ai pas connaissance de ce genre de montage, mais on voit qu'il y aurait un risque théorique à ce que on donne un organisme sans but lucratif en le chargeant de régler les droits de mutation, en lui demandant de reverser une très très grosse partie des sommes, une fois les impôts payés, à un ayant droit. Bon, mais si ceci arrivait, je crois que l'abus de droit nous constituerait une base juridique pour nous plaindre et pour redresser ce type de montage. Et je conclus en rebondissant sur ce que vous appeliez ma provocation tout à l'heure, c'est que on voit bien que le but de ces aides fiscales à la philanthropie n'est pas tellement, et les études économétriques montrent que c'est un but à ne pas poursuivre parce qu'en tout cas ça ne marche pas, c'est pas tellement l'effet de levier sur la mobilisation de financement privé de manière à maximiser le financement total des organismes d'intérêt général, c'est plutôt de décentraliser la décision du fléchage de l'argent privé et aussi de l'argent public qui est entraîné par les réductions d'impôts vers les causes d'intérêt général qui sont choisies par la société civile, les ménages, les entreprises, sans interférence des autorités publiques autres que les limites posées par la loi. Donc, voilà, c'est aussi une des raisons qui explique que autant le respect des critères légaux est une tâche à laquelle l'administration doit se consacrer pleinement, autant introduire des critères en quelque sorte en opportunité sur le genre de cause soutenue serait assez contradictoire dans son principe avec l'idée générale qui est que ces réductions d'impôts servent à donner le pouvoir à la société civile pour décider celles des causes qui méritent le plus d'être soutenues, et ce sans préjudice des règles de gouvernance hors de la fiscalité qui, pour certains organismes universitaires, par exemple, devraient les préserver du risque d'interférence excessive de certains de leurs donateurs et mécènes.
Très bien, je vais repasser la parole à Madame la rapporteure pour des questions complémentaires. Je ne sais pas si les collègues... Merci beaucoup, c'était vivifiant. Au moins, vous nous secouez un peu. Non, j'ai deux questions précises. Je vous ai entendu avec intérêt sur le risque, de votre point de vue, nul en matière d'optimisation fiscale si la législation est respectée. On a lu avec intérêt le rapport de l'IGA sur les fondations abritantes et abritées, ainsi que celui de 2025 sur les fonds de dotation, qui sont quand même l'un des éléments de transformation du paysage de la philanthropie. Je les cite, sur les fonds de dotation, la souplesse du dispositif des fonds de dotation a suscité un appel d'air, y compris pour des structures lucratives qui ont trouvé dans l'adossement à ce type de structure juridique le moyen d'optimiser la gestion de leur financement et de leurs activités, notamment au plan fiscal. Je cite de nouveau le rapport, cette fois-ci de 2023. Par ailleurs, la mission constate le cas de dévoiement de l'abritée, de la fondation abritée, à des fins fiscales. Une fondation abritée est parfois créée dans le seul but de permettre la déduction d'une part de don de l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, que ne permet pas le statut d'association hors reconnaissance d'utilité publique. Donc voilà, quand même une question sur les chemins empruntés, on va dire ça comme ça, en matière d'optimisation fiscale. Est-ce que c'est un sujet qui se pose à vos services comme il se pose aux rapporteurs, inspecteurs de l'IGA? Première question. Et deuxième question, je vous ai entendu et j'ai noté sur le coût élevé et dynamique des réductions d'impôts. Donc 2,2 milliards d'euros pour ce qui concerne les dons, 1,7 milliard d'euros pour ce qui concerne le mécénat. Est-ce à dire que, dit de façon un peu plus triviale, lorsqu'on veut évaluer le volume financier des exonérations fiscales, on est sur 3,9 milliards d'euros, ou est-ce que ce volume financier est plus important parce que c'est tendant à d'autres types d'exonération? Merci. Merci Madame la rapporteure. Sur l'optimisation fiscale, le fait que de nouveaux statuts aient été créés et des statuts plutôt plus accessibles, plus simples dans leur maniement que les organismes antérieurement existants, c'est vrai, a entraîné une recrudescence du nombre des structures. Et je reconnais que cette recrudescence, à elle seule, est une difficulté du point de vue du contrôle, puisque assurer que tous les organismes bénéficiaires remplissent à tout moment les conditions pour l'ensemble de leurs actions est une gageure de plus en plus vertigineuse à mesure que le nombre de structures éligibles augmente. Ceci étant dit, hormis les cas où la création de fonds de dotation ou de fondations abritées, de fondations d'entreprises, etc., a servi à recycler en mécénat des choses qui étaient auparavant traitées comme du sponsoring, juste déductible du résultat imposable. Bon, ça rentrerait dans la catégorie de l'effet d'aubaine où, en fait, des sommes qui étaient déjà versées le sont avec plus de soutien. Mais en réalité, dans la situation antérieure à la création de ces structures, typiquement, les entreprises bien conseillées avaient déjà la faculté de, même sans recourir à une fondation d'entreprise, un fonds de dotation, etc., à donner directement à des organismes d'intérêt général si les gens à qui ils donnaient remplissaient la définition pour bénéficier de la réduction d'impôt mécénat plutôt que de se contenter de la déductibilité du sponsoring. Donc, mon impression est que les gens qui en ont profité sont plutôt des gens qui n'optimisaient moins que d'autres au début de l'action. Pour ce qui est de l'enjeu financier global, on répondra par un tableau exhaustif de tous les avantages. Il y en a effectivement un grand nombre, il y en a une dizaine parce que les produits de placement des organismes d'intérêt général sont sous-imposés, etc. Il y a même plusieurs dispositifs embarqués au sein des droits de mutation à titre gratuit. Donc, je ne les ai pas tous cités, mais les plus significatifs de très loin, c'est quand même les deux réductions d'impôts. Et
hier et IS, puisque je crois que la réduction d'impôt à l'IFI coûte moins de 200 millions, 160 je crois pour la dernière année. Donc on est dans un dispositif puissant certes, mais sans commune mesure. Et je rappelle que la dernière fois que la réduction d'impôt dont a été menacée légèrement d'être restreinte dans certains cas, c'était par la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui vise à éviter que le recours intensif à divers avantages fiscaux ne fasse baisser le taux effectif d'imposition en dessous de 20%. Et le Parlement a décidé cette année que même dans ce cas-là, il fallait mettre la réduction d'impôt don à l'abri de tout risque de rabot ou de reprise par la contribution différentielle sur les hauts revenus. Karine Daniel, je ne sais pas si... Oui. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'avais une question sur les fonds de dotation. Il semblerait que certains fonds de dotation fonctionnent sur la base de prêts qui sont opérés par des entreprises, probablement des mécènes qui gèrent ou abondent ces fonds de dotation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne du point de vue de la législation fiscale et des réductions afférentes? Par ailleurs, moi, j'ai une question qui concerne les interactions entre les structures qui bénéficient de réductions fiscales. On voit que des fonds de dotation peuvent alimenter des activités associatives. Donc, quels sont les moyens de contrôle de ces interactions? Est-ce que vous avez les moyens d'identifier les liens entre les uns et les autres, sachant qu'elles n'agissent pas forcément à la même échelle sur les mêmes territoires? Quels sont les moyens de consolidation que vous avez sur ces cas, puisque les interactions, vous avez évoqué l'évolution importante du nombre de structures qui peuvent concerner votre périmètre et mécaniquement, de manière exponentielle, les interactions entre ces structures elles-mêmes sont évidemment en augmentation. Alexandre Pascal. Merci Madame la Présidente. Juste une question. Vous avez, si j'ai bien compris, énoncé dans votre propos liminaire que certaines administrations fiscales, notamment européennes, émettaient un agrément en amont. J'aimerais que vous puissiez en dire un peu plus si vous avez des éléments, notamment qu'est-ce qui gouverne le fait que ces États mettent cet agrément en amont et si vous avez connaissance de certains critères d'éligibilité qui ouvrent ou qui ferment à cet agrément, tout simplement. Merci. Oui, moi j'ai une question complémentaire. Nous venons d'auditionner donc la direction des libertés publiques et elle nous a signalé donc vous n'aviez pas forcément l'information sur la nature de l'association à laquelle s'adressait le don et que donc il vous arrivait de faire des demandes. Alors je ne sais quels sont vos critères pour faire la demande. Est-ce que c'est le montant? Est-ce que c'est un donateur inhabituel, donc des circonstances inhabituelles? Et donc, pour le coup, nous, notre sujet à nous, c'est d'avoir un peu les alarmes qui se lèvent à un moment sur certains motifs d'accompagnement qui seraient dévoyés de l'objectif initial. Et donc, certes, votre point de vue est un point de vue fiscal. Néanmoins, le point de vue fiscal ne sert pas que ou ne dessert pas à vous écouter les finances publiques, mais aussi à un objet de terrain et donc de politique publique et peut avoir des effets adverses particulièrement délétères pour peu qu'il soit complètement dévoyé de sa mission initiale. Donc, est-ce que vous verriez une utilité à ce que cette information vous soit fournie et est-ce que vous y feriez appel si vous l'aviez? Merci. Donc les prêts consentis à des organismes d'intérêt général ne sont pas traités comme des dons, ni au titre de l'impôt sur le revenu, ni au titre du mécénat. Il faut bien qu'il y ait un transfert patrimonial définitif pour que on puisse prétendre à bénéficier d'un des avantages fiscaux que j'ai évoqués.
il est vrai que les organismes, il y a 2 cas dans lesquels l'administration peut voir sa tâche compliquée pour ce qui est de vérifier la conformité des actions conduites aux règles posées par la loi. Ce sont les organismes purement redistributeurs, c'est-à-dire qui collectent des dons, émettent des reçus et ensuite répartissent les sommes reçues entre des organismes d'intérêt général. Mais c'est une faculté que l'on n'accepte que très restrictivement, notamment au profit des fonds de dotation. Mais il est vrai que cette structure ou un intermédiaire qui n'agit pas directement mais redistribue à d'autres crée une étape supplémentaire dans la vérification que les dons ont été employés conformément à l'usage voulu par le législateur. Et il y a un autre cas qui est les actions qui sont les actions conduites à l'étranger, puisque la tendance, notamment sous la pression de la Cour de justice de l'Union européenne, a été d'admettre que les actions conduites, bien sûr hors de France, hors du UE, dans le E et même dans le monde, soient éligibles à la réduction d'impôt don. Alors, évidemment, des actions qui sont conduites hors de France, voire hors d'Europe, présentent une difficulté de contrôle de leur contenu évidemment bien supérieure, d'où le fait qu'on se soit efforcé de définir un peu plus restrictivement le champ des actions éligibles hors d'Europe, hein, et par ailleurs l'exigence insistante que nous avons de ce que les programmes conduits à l'étranger soient maîtrisés, pilotés, supervisés depuis la France et donc susceptibles de donner lieu à une reddition de comptes complète à l'administration fiscale en cas de contrôle. Mais on voit bien que l'action humanitaire peut difficilement être restreinte au territoire national. En tout cas, ça heurterait gravement les pratiques. Pour ce qui est du benchmark, alors je propose de me compléter dans mes réponses écrites, puisque je n'ai pas une connaissance fine de ce que pratiquent les autres États, mais il me semble que notamment la Cour des comptes, dans son dernier rapport, avait constaté que la France ne faisait pas nécessairement partie de la majorité des États en acceptant que des organismes délivrent des reçus fiscaux sans avoir jamais fait l'objet d'une validation administrative quelconque. Et puis il faudra aussi se référer à l'histoire française, parce que je crois que le régime était un peu différent avant les années 80, donc pour ce qui est disons des règles d'approbation préalable, je propose de me compléter dans les éléments écrits que je fournirai à votre commission. Pour ce qui est de la nature des associations, effectivement, ça n'est pas une donnée déclarée, il n'y a pas d'exigence de le déclarer, donc ça n'est pas une donnée accessible, requêtable par l'administration fiscale. Il n'y a pas non plus, autrement que sous la forme de la conservation des reçus fiscaux et des justificatifs en cas de contrôle. Il n'y a pas de déclaration systématique de la nature des dons effectués, des domaines dans lesquels ça intervient, ce qui effectivement est un peu réducteur de la capacité de l'administration à produire elle-même des statistiques, ne serait-ce que ça, sur les dons éligibles. C'est vrai qu'on est assez dépendant des statistiques que France Générosité ou l'Admicale publient, qui paraissent tout à fait fiables et dont les ordres de grandeur sont cohérents avec les données que nous connaissons, mais en tout cas ça crée cette dépendance à l'égard d'organismes privés pour la description du phénomène. À cet égard, si l'on croit en ces chiffres, qui sont, je pense, crédibles, malgré la profusion du nombre des structures éligibles, on peut constater avec un certain soulagement que plus de 60%, près des 2/3 des dons en volume financier, s'adressent à des organismes reconnus d'utilité publique. Donc la difficulté de contrôle, l'insécurité qu'on a plutôt sur les autres types de structures n'en demeure pas moins vrai, mais en tout cas ne porte pas sur l'essentiel des montants. Sans compter que
Il y a dans les organismes qui ne sont pas eux-mêmes reconnus d'utilité publique un certain nombre d'organismes abrités par des organismes même reconnus d'utilité publique, dont le rôle, je l'ai vécu, n'est pas négligeable dans la sécurisation des décisions que prennent les fondations abritées, le respect de la réglementation, la connaissance de la doctrine fiscale, etc. Donc en réalité, le halo quand même des dons qui sont sécurisés directement ou indirectement par la reconnaissance d'utilité publique, si on raisonne en volume financier, quand même un peu rassurant. Ça n'enlève rien au constat qu'il y a beaucoup de petites structures qui représentent de petits enjeux sur lesquels le contrôle est très faible, mais ce point mérite d'être rappelé. Si on avait la nature, je ne suis pas certain que collecter la nature des personnes morales aidées soit si décisif pour orienter les contrôles. Mais je laisserai à mes collègues du contrôle fiscal le soin de me confirmer ou de m'infirmer, mais parce que comme les avantages fiscaux sont très très peu modulés selon le type de la structure, je ne suis pas sûr qu'on pourrait dire que quelqu'un qui a donné beaucoup à un fonds de dotation est par nature suspect ou donc c'est vrai que c'est difficile à partir de données qu'on pourrait susciter qu'on pourrait collecter par des déclarations. Difficile d'obtenir des indicateurs d'alerte, je trouve, et ce d'autant plus que souvent l'objet même affiché par les organismes d'intérêt général qui collectent des dons à tort, le problème n'est pas tellement l'objet qu'ils revendiquent, c'est plutôt ce qu'ils font réellement avec l'argent. Donc c'est vrai que la détection d'une anomalie dans l'usage qui est fait de la réduction d'impôt de dons et mécénat, je ne suis pas sûr qu'elle puisse être vraiment aidée par un alourdissement des obligations déclaratives, mais encore une fois, je suis moins bien placé que mes collègues du contrôle fiscal pour en juger. Et je rappelle aussi qu'au contrôle de l'administration fiscale s'ajoute quand même le contrôle que d'autres organismes de l'État ont à faire, ou au sens large, d'autres organismes publics en cas d'appel public à la générosité, puisque ces appels publics à la générosité sur la voie publique, sur Internet, etc., même sous la forme de crowdfunding, le cas échéant, doit être déclaré en préfecture, ce qui donne lieu à un premier regard, ouvre droit à des contrôles de la Cour des comptes sur l'usage qui est fait des sommes et la conformité de l'usage qui est fait par rapport à l'objet qui était annoncé lors de l'appel public à la générosité. Et nous avons donc une procédure permettant de suspendre tout droit aux avantages fiscaux pour un organisme dont la Cour des comptes nous signalerait qu'il a procédé à un appel public à la générosité en utilisant les sommes différemment de ceux qu'il avait annoncés. Bon, voilà. Oui, Madame la rapporteure. J'ai une dernière mini-question. On a évoqué assez largement hier, notamment avec des universitaires, cette question de la statistique. Et vous y faisiez référence à l'instant avec des services de l'État dépendants du travail effectué. Et vous le disiez, et ça a l'air d'être très unanimement partagé, un travail de très grande qualité d'identification du secteur, y compris qui produit lui-même ses propres normes, et tout ceci a l'air solide. Pour autant, ça pose la question de savoir quelle est la place de l'État et de ses différents services là-dedans. S'il ne devait y avoir un organisme, une autorité qui soit chargée de consolider l'ensemble des données statistiques pour que cette production de données ne soit plus dépendante du secteur. Selon vous, qui serait le plus à même de consolider ces données ? Je n'ai pas réfléchi à la question. L'avantage des données statistiques que produit le secteur, c'est qu'ils agrègent les dons déclarés et avantagés fiscalement et les dons qui ne le sont pas, ce qui permet d'avoir un aperçu plus complet sur la réalité de la philanthropie qu'on ne l'aurait si on ne se fiait qu'à des données fiscales. Pour autant, je crois que dorénavant, la Direction générale des finances publiques a accès à des déclarations des organismes d'intérêt général qui émettent des reçus, sur le volume des dons reçus, sur le nombre de reçus émis. Pour l'instant, ces données sont collectées d'une manière qui n'est pas très ergonomique, pas aisément requêtable, etc.
Mais sans doute cela peut-il fournir une base de départ pour une statistique, disons, publique, mais alors qui ne porterait que sur les dons défiscalisés. Voilà, oui. C'est pas le bon. Donc c'était ma dernière mini-question. Des situations similaires à l'affaire du Cup Trust au Royaume-Uni ont-elles existé, même à une moindre échelle en France? À défaut, vous semble-t-elle plausible en France? Les recommandations émises par le Parlement britannique à la suite de cette situation ont-elles d'une manière ou d'une autre inspiré la législation française? Je ne suis pas très connaisseur de l'affaire Cup Trust, mais en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance et je crois que mon collègue Stéphane Crange, qui dirige le contrôle fiscal, n'avait pas connaissance non plus d'une escroquerie ayant consisté, si j'ai bien compris le cas, à émettre des faux reçus fiscaux à l'égard de gens qui n'avaient pas donné. Alors, je suppose que ça doit tout de même exister à une petite échelle, puisqu'on connaît des exemples d'ententes permettant à certaines personnes de bénéficier, ayant permis à certaines personnes de bénéficier du crédit d'impôt service à la personne sans avoir payé des services à la personne, ou autrefois à des personnes de bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique lorsqu'il existait sans avoir fait aucun travaux de rénovation énergétique. Donc, les ententes consistant de manière triangulaire de la part d'un prestataire ou d'un organisme à émettre des attestations factices, on ne peut jamais écarter ce risque, mais il me semble que nous n'avons à ce jour jamais détecté en tout cas cette pratique à grande échelle en France. Ouais. Donc, on vous rappelle qu'il y a un questionnaire voilà, à remplir qui nous est utile, et aussi à l'aune de l'échange que nous avons eu, si vous voyez des éléments utiles à ajouter aux questions qui ont été posées. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Pour les collègues qui sont